L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour Nathalie Gauche-Morizet, on est ravis de vous accueillir pour ce quart d'heure d'entretien politique, économique, car Dieu sait qu'il y a beaucoup d'actualités ce matin. Alors évidemment, il y a quelques instants, Jérôme Cahuzac a dit qu'il n'avait pas de compte en Suisse. C'est Mediapart qui indique, et il s'en scandalise d'ailleurs, qu'il avait un compte avant d'accéder à la commission des finances. Est-ce que ça vous paraît une affaire bizarre, scandaleuse, malvenue, délicate à suivre? Écoutez, au contraire de ce qu'ont pu faire certains socialistes par le passé, vis-à-vis, par exemple, des membres du gouvernement de Nicolas Sarkozy, moi, j'ai pas l'habitude d'accuser sans preuve. Si Mediapart a des éléments, qu'il les présente. Évidemment, si l'était avéré qu'un donneur de leçons fut lui-même un délinquant, ce serait très grave, ce serait très destructeur pour le gouvernement de François Hollande, ce serait très destructeur pour la politique. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. C'est à celui qui accuse de démontrer. Donc à suivre, à surveiller. Quart d'heure. Alors évidemment, on va parler de l'affaire de Florange qui commence à faire beaucoup de vagues parce que les syndicats considèrent que Jean-Marc Ayrault, pour simplifier la situation, s'est fait avoir, à savoir que Mittal finalement a installé ou promis en tout cas un certain nombre de capitaux qui ne sont que de la maintenance et pas justement des véritables investissements. Je voudrais simplement vous demander avant ça si vous n'avez pas constaté parmi vos amis de l'UMP qu'il y a actuellement une sorte de scission de fait qui finalement est acceptée par tout le monde. Tranquillement. Plus personne ne parle. Enfin, vous passez de Florange à l'UMP. Attendez, j'essaye de... J'ai pas la même souplesse intellectuelle que vous, là. Donc, d'accord. Donc, on parle de l'UMP. Écoutez... En attendant Florange, réglons ce problème. Je ne sais pas si on va régler le problème ce matin, mais c'est la raison pour laquelle, avec Bruno Le Maire et plusieurs dizaines d'autres parlementaires, on a signé ce matin une tribune pour dire il y a urgence, et on refuse le statu quo. Parce que quand ça traîne en longueur, oui, il y a le risque que vous décrivez, le risque que ça s'installe, le risque que les positions se figent, le risque qu'on ait le sentiment que le plus dur est passé, puisqu'un nouveau groupe a été déclaré et est en train de se mettre en place. Finalement, ça pourrait être un pis-aller. Et moi, comme beaucoup d'autres, je ne me satisfais pas du tout de cette situation, dont ne veulent pas nos militants. Nos militants, dans leur immense majorité, demandent aujourd'hui à revoter. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une pétition. À revoter entre les deux, ou est-ce que, par exemple, il faudrait justement, pour aérer tout ça, que l'un d'entre vous, c'est-à-dire les non-alignés, finissent par pouvoir se présenter au nom, justement, d'un renouvellement de fond? Il y a moins de 10 jours, j'ai lancé une pétition pour que les militants puissent exprimer cette demande. Revotons pour préserver l'unité de l'UMP. Plus de 38 000 signatures, quand même. Plus de 38 000 signatures sans moyens particulier. Ce week-end, j'ai appelé les militants à demander dans leur fédération des assemblées générales pour s'exprimer, pour faire passer ce message-là, notamment à leurs parlementaires, pour que les parlementaires reviennent cette semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat en ayant entendu tous ce message. Dans les assemblées générales que j'ai pu voir, 80% des militants étaient sur cette position. Revotons pour préserver l'unité. C'est une position aujourd'hui hyper majoritaire. Et moi je dis, on a commencé quand François Fillon et Jean-François Copé se sont rencontrés en tête à tête, à dire que c'était un exploit. C'est vrai qu'ils se parlaient plus et que c'était très important qu'ils se parlent. Là, on va bientôt sur la 4e rencontre. Donc, le prochain exploit, c'est pas justement la 4e rencontre, c'est l'accord. Maintenant, il faut se mettre d'accord parce qu'il y a urgence, parce que il y a de la déception, il y a de la déception et le risque, c'est qu'il y ait très vite de la lassitude. Ils peuvent discuter jusqu'à la fin des jours. C'est quoi la date limite? Mais moi, je vais pas mettre une date limite. La limite, c'est la lassitude de nos militants et elle est très grande. Voilà, elle est très grande. Et moi, c'est celle-là que je crains. Nos militants, ils ont été très nombreux à se mobiliser à l'occasion du vote. Ils ont montré que la démocratie interne, ils y croyaient. Il y a la majorité des militants qui sont venus voter dans des conditions qui n'étaient pas des conditions faciles. Il y avait un bureau de vote par circonscription. C'était pas à la mairie ou à l'école d'à côté. Donc il fallait se déplacer, il fallait prendre sa voiture. Mais est-ce qu'il faut incorporer de nouvelles candidatures? Je veux pas. Aujourd'hui... rentrer dans trop de précisions sur la question d'un nouveau vote. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il y en ait un. Qu'on aille retrouver la légitimité auprès des militants. Il y a un défaut de légitimité sur cette direction. Le vote est trop contesté. Il faut aller rechercher la légitimité auprès des militants. Pour nos militants, pour notre parti, mais aussi pour notre mission
d'opposition, de porter une espérance vous, le pour la maire France. ou un autre, vous pouvez l'envisager. Et à ce moment-là, à partir du moment où il y aura un nouveau vote, il y aura deux solutions. Soit on considérera que c'est juste le vote qui a été raté. Parfois, le Conseil constitutionnel, dans une élection, quand c'est trop serré, annule seulement le second tour s'il y a une irrégularité sur le second tour. Donc, soit on considère que c'est le vote lui-même qui est raté et on reprend les deux mêmes candidats. C'est la logique si on fait ça très très vite. Si on le fait, si on le fait moins vite, moi je dis que c'est mieux que rien en tout cas. Si on le fait moins vite et qu'on considère que c'est l'ensemble de l'élection qui est raté, à ce moment-là, il faut la rouvrir. Manifestement, ce serait plutôt le souhait de nos militants qui, pour beaucoup, nous font passer le message. Écoutez, on a envie de rouvrir vraiment les choses. Il paraît que tout est sur la table entre les deux hommes. Ça aussi, c'est une vraie question. Savoir s'il y aura d'autres candidats ou pas. Bref, vous leur faites peur à Jean-François Copé et François Fillon. Mais je dis seulement, ça n'est pas un sujet qui se règle seulement entre François Fillon et Jean-François Copé. Oui, le parti n'appartient pas à ses dirigeants ou à ceux qui aspirent à être ses dirigeants, quelle que soit leur qualité. Le parti appartient aux militants. Donc c'est formidable qu'il y ait un dialogue. Ce dialogue ne suffit pas complètement. Il faut à un moment que la demande qui vient des militants, et encore une fois, la pétition que j'ai lancée, elle a remporté quand même plus de 38 000 signatures à ce jour. Il faut que la demande des militants soit entendue. Le parti n'appartient pas à ces cadres et à ceux qui aspirent à le diriger. Encore une fois, quelle que soit leur qualité, c'est pas une remise en cause de leur qualité, mais le parti est la propriété des militants. Et de plus en plus, ils font savoir que eux, ils veulent revoter. Est-ce que vous considérez que Jean-Marc Ayrault s'est fait avoir dans l'accord qui a été signé? Sans transition. C'est parce que comme j'ai fait preuve de souplesse intellectuelle au début, justement, j'ai plus besoin de résumer. Moi je dis que quand on ment un peu tout le temps, on finit par mentir beaucoup. C'est-à-dire pendant la campagne présidentielle sur ce sujet de Florange, il y a eu, et comme sur d'autres d'ailleurs, il y a eu plusieurs mensonges. Après, on a enchaîné sur un mensonge sur la nationalisation. C'était prêt, ça devait se faire. En fait, finalement, il n'y avait jamais eu d'accord à l'intérieur du gouvernement. Puis, on a menti sur l'accord, semble-t-il, qui a été passé avec Mittal. Il y a une partie de l'accord qui a été publiée. On se rend compte quand même, à la lecture de cet accord qui a été passé entre l'État et Mittal, qu'on a oublié de dire qu'un haut fourneau ne serait jamais rouvert. On a beaucoup agité l'idée qu'il y avait un repreneur alternatif. On a oublié de dire qu'il n'avait pas du tout l'argent qu'il fallait pour investir et que pour beaucoup, il comptait sur des fonds publics. Oui, mais enfin, c'est ce qu'ont l'air de dire les autres membres du gouvernement qui se sont exprimés. On a oublié de dire qu'une partie importante des investissements qu'on prêtait à Mittal, en fait, ne seraient pas des investissements stratégiques. On parle d'investissements prévus sur des motifs réglementaires, sur les questions de santé, sur les questions de sûreté. Bref, il a fait un gros paquet de tout ce qu'il devait pour partir investir sur le site. Il a rajouté un peu. Et il a dit, voilà mes engagements, semble-t-il. Et puis on a voulu rendre secret cet accord dont je parle, qui est aujourd'hui dans la presse. On a voulu le cacher. Aujourd'hui, il y a même des membres du gouvernement. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, qui dit quand même, c'est pas terrible de signer un accord avec quelqu'un qui inspire aussi peu confiance que Mittal. Parce qu'elle est élue de la région, il faut, parce qu'elle est ministre de la Culture. D'accord, bah, vous dites que c'est un mauvais accord finalement? Non, mais je dis que la méthode qui consiste à... c'est la méthode, c'est pas l'accord. Ouais, enfin, la méthode qui consiste à tricher un peu avec la vérité, on l'a vu dans l'enchaînement que je viens de dire à chaque fois, ça finit quand même par faire un mensonge. Plein de petites contre-vérités pour faire un mensonge. Et je comprendrais aujourd'hui la déception des salariés qui se retrouvent face à ce décalage entre ce que sont leurs espérances compte tenu de ce qu'on leur a dit et la réalité. Et je dis que... vous parliez d'un problème de méthode. C'est un problème de méthode pour l'ensemble du gouvernement. Parce que vous savez, au début, on nous montre les contorsionnistes. C'est comme au cirque. Au début, on nous montre les contorsionnistes. Là, on les a eus longtemps. De temps en temps, il y a le président de la République qui arrive sur la scène, qui nous fait du dressage de ministres. Et puis plus récemment, les contorsionnistes, ils ont laissé la place aux clowns. Alors quand est-ce qu'on arrête la représentation et qu'on démonte le chapiteau? Parce que c'est la France, c'est la crédibilité de la France qui est en jeu. C'est pas juste qu'on amuse la galerie avec toutes ces étapes que j'ai citées. C'est la crédibilité de la France vis-à-vis des investisseurs étrangers. Donc ce sont ces emplois-là qui sont en cause. Mais ce sont aussi tous les emplois de ceux qui dépendent pour aujourd'hui ou pour l'avenir de l'investissement étranger. Et je voudrais dire sur l'avenir que moi ce qui me frappe, c'est que dans cette situation-là, le gouvernement se démène. Je parlais de contorsion, je parlais de clownerie, mais il est surtout très défensif. Il faut se poser la question de ce que c'est que l'avenir de cette filière. D'accord, mais avant ça... Oui, attendez, il y a des choses qui ont été engagées dans les investissements d'avenir. Il
y a des choses qui ont été engagées dans les pôles de compétitivité. On n'en parle pas. Aujourd'hui, ce site, il fait de l'acier. Il y a l'acier chaud, il y a l'amont, et puis il y a l'aval, la transformation de l'acier à froid. Une partie de cet acier est utilisée dans les voitures. La semaine dernière, BMW a annoncé une grande stratégie pour que bientôt, toutes ces voitures soient composées de composites. Voilà, ils veulent plus d'acier. Est-ce qu'on réfléchit à ce que vont devenir ces emplois, à ce que va devenir cette industrie, si les industriels qui utilisent les produits sont en train de se transformer à ce point-là ou pas? Il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Metaralia à Metz, qui est chargé non seulement d'y réfléchir, mais de préparer l'avenir, de préparer les matériaux du futur. Arcelor est dedans. Est-ce qu'on met l'accent sur ces investissements-là? Est-ce qu'on demande d'ailleurs peut-être à Arcelor d'aller plus fort sur ces investissements-là? Ou est-ce qu'on continue, en fait, à faire du théâtre? Alors, il y a deux choses. Sur l'ensemble de la compétitivité, hier, Patrick Artus expliquait justement que les États-Unis sont en train de repartir sur l'utilisation massive du gaz de schiste et que ça joue un rôle énorme dans l'automobile dont vous venez de parler. Donc, effectivement, il y a tout un dossier qu'on pourrait reprendre ensemble. Mais il y a quand même un cas Mittal. C'est-à-dire que c'est pas un investisseur comme les autres, puisque il y a à la gauche aujourd'hui, mais il y avait vous précédemment, et on ne peut pas dire qu'il ait fait preuve d'une tendresse ni à l'égard de Nicolas Sarkozy, ni aujourd'hui à l'égard du gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'il est à la fois en France parce qu'il défend des positions qui sont des positions claires, mais visiblement il a un certain mépris pour les engagements qui ont été pris et il les minimise au maximum. Mais c'est donc très compliqué de négocier avec lui. Bien sûr. Il faut et pour Hollande et pour Nicolas Sarkozy auparavant. Mais il faut avoir ni naïveté, ni tendresse, ni hostilité vis-à-vis de Mittal. Pourquoi placer tout ça dans l'ordre du sentiment? La question, c'est l'intérêt de la France, des Français, de ceux qui sont salariés dans cette entreprise. C'est ça la seule question. Moi, je suis surprise d'entendre les commentaires dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, qu'il y a sur ce sujet de Mittal. On n'a pas à en faire un problème sentimental. Le sujet, c'est quels engagements il prend, quels sont les moyens qu'on a de lui faire respecter et qu'est-ce qu'on prépare pour la suite, qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir. C'est pour ça que je vous dis que tout ça ressemble parfois à du théâtre ou à un cirque. Et la priorité, c'était bien les emplois. La priorité, c'est bien les emplois, mais les emplois pour aujourd'hui et aussi les emplois pour demain. C'est pour ça aussi que je pose la question de pourquoi on entend si peu parler des pôles de compétitivité. Pourquoi personne n'a l'air même d'ouvrir l'oreille quand on annonce que BMW fait un plan pour sortir de l'utilisation de l'acier. Bon, parce que, mais attendez, c'est quand même les utilisateurs, pas forcément BMW, mais l'industrie automobile est fournie aujourd'hui par cet acier. Alors si un jour les industriels n'utilisent plus d'acier, on fait quoi? Eh bien on prépare l'avenir dès aujourd'hui. C'est les pôles de compétitivité, c'est les investissements d'avenir. On n'entend jamais le ministre Arnaud Montebourg ou d'autres en parler. Est-ce que vous croyez que la menace de la nationalisation existe encore? C'est-à-dire si finalement l'opposition crie, notamment peut-être que ce sera le cas des questions qui seront posées cet après-midi, est-ce que si ce dossier devient explosif, si l'accord est dénoncé, est-ce que vous pensez que l'arme de la nationalisation est encore une arme présentable? La nationalisation, c'est pas un gros mot, mais il faut que ça trouve du sens. Par le passé, on nationalisait des entreprises entières. Quand je dis par le passé, dans le passé récent. Récemment, par exemple, on a sauvé Alstom en le reprenant, en le remettant sur pied et en le rendant d'ailleurs au privé. Enfin, ça a été un aller-retour assez rapide, mais on a sauvé Alstom pour ça. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui sur une usine? Parce qu'on parle d'une usine. On ne parle pas de nationaliser l'ensemble de Mittal en France, 20 000 employés. On parle d'une usine. Est-ce que ça a du sens sur une usine? Est-ce que ça a du sens sur une usine dont on critique la compétitivité et pas seulement sur des motifs structurels? C'est ça la question qui est posée. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de théâtre. J'ai l'impression que c'est ce que nous dit Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault nous dit mes ministres font du théâtre. Mais en disant ça, Jean-Marc Ayrault, il dit quelque chose sur sa propre fragilité. On n'a jamais eu un Premier ministre de la Ve République aussi faible. On n'a jamais eu un Premier ministre aussi faible. Vous vous souvenez, dans les débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on nous disait « Ouh là là, François Fillon n'est pas très en avant, Nicolas Sarkozy a changé le style de la Ve République, on entend tout faire. » Alors là, on n'entend pas forcément François Hollande tout faire, il inaugure des choses lancées par son prédécesseur, mais il inaugure, ou ses prédécesseurs, il inaugure, bon. Mais pour autant, le Premier ministre n'a pas repris la place qu'il avait auparavant. On n'a jamais eu un Premier ministre aussi faible. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet donc d'être venue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.